Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là sur le +237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. Et la deuxième chaîne YouTube c'est DMG TV, histoire mystique exclusive, où on poste tous les 15h00 heure du Cameroun des histoires exclusives. Voilà, je vous invite à vous abonner partout, Facebook, YouTube, TikTok pour nous suivre. Et voilà, on fait le direct tous les mercredis et vendredis à 20h00 sur TikTok qui est toujours DMG TV. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Laissez des likes, commentez, partagez. Je sais, j'ai fait la même introduction tout le temps, oui, mais c'est ça. Laissez des likes, partagez, commentez. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Ça ne coûte rien de nous donner un peu de force avec juste un like. Voilà, merci beaucoup. Écoutons la première histoire. Oui, allô, bonjour, bonsoir à tous les frères et sœurs de la grande famille DMJ. Ici Leonidas l'Italien, votre jeune frère. Aujourd'hui encore, comme d'habitude, nous sommes là encore pour raconter une autre histoire. Mais tout d'abord, vous connaissez la chanson, hein? Partagez, likez, publiez et surtout écoutez attentivement toutes les différentes histoires parce qu'elles peuvent sauver des vies. Elles en ont déjà sauvé. Et ça, c'est déjà un grand plus. Merci à DMJ et merci à la famille. Merci aussi à tous ceux qui prennent la peine au moins de venir se présenter sur cette plateforme et parler, et raconter des histoires qui sont vraiment poignantes, qui vraiment nous touchent, qui vraiment nous mettent, disons, sur le pied de guerre, afin de ne pas y tomber. Vraiment, merci, que Dieu vous bénisse pour cela. Bon, tout d'abord, j'aimerais saluer toute la grande famille, comme je l'ai déjà fait. En particulier DMG lui-même et la fille de Crimée, c'est qui aime faire les histoires au village, et disons sagesse de Paul, papa Alex, et disons tonton Alex, et puis l'ombre de l'ombre, voilà, un peu ça. Donc j'aimerais un peu m'attarder sur l'histoire qu'a racontée, je crois, sagesse de Paul une fois, mais bien avant il avait dit que peu importe qui nous sommes, Dieu, avant de nous mettre sur terre, nous a dotés de certains dons. Certains ont les rêves, d'autres ont les prévisions, certains ressentent des choses, d'autres ils voient directement. Et lui, comme ça, il avait, comme première fois, les rêves. Et ces rêves-là étaient avec, disons, avec des serpents. Moi, personnellement parlant, bon, c'est un truc un peu bizarre. Il n'a pas tort, parce que moi, dans les rêves, le plus souvent, je faisais toujours les mêmes rêves depuis mon tendre jeune enfance. Disons qu'avec ces histoires de serpents-là, j'arrive à les voir dans les songes ou dans les rêves, où franchement je les tuais, je les massacrais. Soit je suis en train de jouer avec mes amis, la balle tombe de l'autre côté de la barrière, comme on dit. Je saute la clôture, je vais arriver là-bas, je vois un essaim de serpent. Je le mets dans la balle, bien sûr, autour de la balle pour m'empêcher d'y descendre, mais je descends carrément. Je commence à les tuer, à les découper. Je ne sais pas où j'enlève la machette ou le bois ou quoi, je les découpe. Mais il y a toujours un que je n'ai jamais pu. Et à chaque fois quand je me trouve au devant de lui, soit je m'évanouis ou je reviens carrément du rêve. Il est énorme. Il est plus qu'un anaconda même. On peut dire, comment on appelle ça même là? J'ai même oublié le nom. C'est un géant en fait. Et ce serpent-là, j'ai jamais pu tenir tête à ce serpent. Et dans la vie réelle, réellement, dans la vie réelle, quand j'étais encore au pays, il faut dire que j'avais cette capacité-là même de sentir le serpent dans les environs. Quand il y a un serpent dans les environs, c'est comme si je sais, au fait. Et à ma grande surprise, je le croise. Et quand il me croise, on se regarde, il s'enfuit. Je me souviens qu'une fois, j'étais en train d'aller dans un de mes chantiers. Et au devant de moi, quelque chose m'a dit, il y a un serpent tout juste au-dessus de là, qui va peut-être traverser la route. Je dis non, c'est des conneries. Je m'arrête et je vois un serpent. Mais ce serpent-là, il n'était pas comme les autres. Il était vraiment beau, magnifique, avec une belle couleur qui venait juste de muer. Et il s'est arrêté au bon milieu de la piste. Il me fixait. Et on s'est fixé pendant au moins, je peux dire, 30 à 40 secondes. Et je lui ai dit, si tu restes là, je vais te tuer. Et paf, il est parti. Donc, c'est pour dire à Sagesse de Paul que oui, il arrive, mais moi, ce n'est pas seulement que dans les rêves, mais en réalité aussi, c'est ce que je le fais. Il y a eu même une fois à gifler un serpent. Je dis bien gifler un serpent. J'étais là, assis, et sur la véranda, sur la terrasse de dehors.
parce qu'il y avait des fleurs. Au pays, vous savez, certains, on aime mettre des fleurs, il y a des fleurs façon un peu bizarre, de grosses feuilles là. Voilà, j'étais là et puis quelque chose me dit, si tu lèves ta tête, j'étais avec mon frère, il me dit, si tu lèves ta tête, il y a juste un serpent dessus de ta tête, c'était un mamba vert. Quand je lève ma tête, il est là, il fait sortir sa langue. J'ai dit à mon frère, il lui dit, non, c'est mon cousin, il dit à mon cousin, il dit, regarde, tu sais qu'il y a un serpent juste au-dessus de nous? Il s'affole, il dit, non, calme-toi. Il a fait un pas en arrière. Il dit, mais attends, tu ne peux pas fuir? Il dit, non. Si tu fuis, peut-être c'est là il va t'attaquer. Mais il est où? C'est ce qu'il me demande. Mais il est où? Il dit, mais il est là, juste. Tu veux que je le montre les doigts? Il dit, non, 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 mais je ne le vois pas, je ne le vois pas. Et tu ne le vois pas, attends, je vais te montrer. Puis je le gifle. J'ai giflé le serpent quand il est tombé sur la terrasse. Bon, vous savez que les serpents, ils ont vraiment beaucoup de difficultés à se déplacer sur la terrasse à cause des carreaux. Donc là, il était vraiment difficile. C'était très laborieux pour lui de se déplacer jusqu'à ce qu'il tombe dans le gazon. Et bon, là, il est parti. Donc, c'est une histoire de ce genre-là. Quand j'attrape un serpent, j'attrape par la queue, je le balance, puis je le frapper par terre. Ensuite, je l'écrase. Mais après, quand j'ai écouté l'histoire d'une autre maman qui parlait d'un monsieur, je crois une maman de la Côte d'Ivoire, bien sûr, qui, dans l'espace à l'ouest ou au nord, qui aimait tuer les serpents. Et une fois, les gars l'ont piégé, et puis bon, il a été tué par un bois. Quand j'ai appris ça, je me dis, merde, Seigneur, merci. Heureusement, tu m'as enlevé de là-bas parce que je suis encore en train de chasser ces serpents-là. Et puis bon, qui sait ce qui allait m'arriver. Donc, c'était pour dire que c'est des choses qui arrivent, mais faites attention. N'abusez pas de votre don, de votre grâce. Pour l'instant, je vais couper là parce que c'était seulement pour faire part à la sagesse de Paul pour dire que ce qu'il a dit n'est pas faux. Moi, je suis quelqu'un aussi qui fait beaucoup de songes. Je suis un songeur, on peut dire. Et je vais vous raconter une petite histoire mystique d'un songe qui s'est avéré. Et voilà. Donc, c'était pour dire à sagesse de Paul, vraiment merci beaucoup. J'en tiens compte. Mais seulement que je n'ai pas fait la remarque pour voir quand je vois des serpents, qu'est-ce que ça signifie comme lui il le fait. Moi, au contraire, quand je les vois, c'est toujours la guerre. Il y a toujours un que je n'ai pas pu, mais j'attendrai peut-être qu'un jour je vais finir par la battre, qui sait. Merci beaucoup. Faites attention et c'est pas partout aussi qu'on peut se jeter et peut se jouer les dieux. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la deuxième histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. Moi ça va bien, c'est la fille du Sud. Je suis venue te raconter une toute nouvelle histoire. Alors, cette histoire, elle est un peu particulière. Bon, je ne vais pas donner de morale ni rien, je vais juste te raconter. Cette histoire s'est passée à Yaoundé. Donc, je raconte l'histoire. Oui, le village du Sud va souvent... Mon village va un peu se reposer aujourd'hui, on va dire. Du coup, l'histoire, c'est quoi? C'est l'histoire d'une fille, en fait. Elle est à Yaoundé comme ça. Elle décide donc d'aller en boîte. Elle va en boîte et tout, ça se passe bien et tout. Elle rencontre un gars. Le gars est beau, le gars est chaud. Et du coup, elle décide donc que bon, elle va rester avec le gars. Le gars la drague et tout. Il a l'argent. Elle est contente. Toi-même, tu sais, les tables où le gars a posé peut-être 10 champagnes. Il a posé les trucs. Il commence donc à sympathiser et ça se passe bien. Ils flirtent toute la soirée. Ils s'embrassent. Ils commencent donc à sortir ensemble. Les premières semaines, les premiers mois, le gars ne demande rien en fait. Il demande rien à la go et tout. Dès qu'elle a un petit problème, il donne. Je veux 100 000, je veux 200 000, il donne. Je veux 300 000, il donne. Tout se passait bien. Et elle n'avait rien remarqué de bizarre forcément chez le gars. À part peut-être qu'elle disait que non, elle ne pouvait pas appeler le gars à certaines heures. Et elle se disait que non, elle croyait que le gars était marié. Donc à partir de 23 heures là, le téléphone du gars ne passait plus. Donc elle se disait que non. Il était peut-être marié. Elle, c'est pas son problème. Elle est là pour l'argent. Et voilà. Elle commençait donc à s'inquiéter. Elle se dit que mais je suis avec le gars, ça fait quelques mois et on n'a aucun rapport sexuel. Qu'est-ce qui se passe en fait? Le gars lui dit que non, il n'est pas pressé, que lui, il a besoin de se préparer. Il va attendre une certaine période avant de coucher avec elle et tout. Et qu'elle ne s'inquiète pas, il lui fera signe. C'est donc comme ça que la relation continue. 2 mois après, le gars l'appelle, le gars dit que ah bon, là j'ai envie de toi, c'est bon, je suis prête, tu sais que je suis quelqu'un de timide, je veux passer le cap. Et je précise bien que bon, il y avait une certaine heure où il ne fallait pas l'appeler,
vers 23 h comme ça là. Il n'était plus joignable. Vers de 23 h à minuit, les 1 h là, il n'était plus du tout joignable. Elle avait essayé. Son numéro ne passait jamais. Même le voir à cette période-là, elle ne pouvait même pas. Le gars lui dit que ouais, tu vas venir dormir à la maison et tout, et on va faire nos bails. Elle se lève donc, elle dit qu'elle va donc dormir chez le gars. Elle arrive, tout se passe bien, il commence à s'amouracher et tout. 21 h, elle dit au gars, il commence à s'amouracher, elle veut sauter le pas, elle veut déshabiller le gars. Le gars dit que non, on va attendre un peu. Jusqu'à le gars a traîné jusqu'à 23 h arrivé. Dès que 23 h est arrivé comme ça, ils sont donc allés dans la chambre. Elle décide donc qu'elle va donc faire avec son gars. Ils ont fait les préliminaires, ils ont fait tout. Elle dit que DMG, le moment où le gars veut la pénétrer comme ça là, elle a senti un truc froid. Mais c'est comme si en fait, tu vois, quand tu t'assois sur le carrelage, non, les carreaux, comment c'est froid. Elle a senti un froid comme ça là, mais dans le plaisir et tout, elle n'a pas prêté plus attention. Et c'est comme ça donc qu'ils ont fait les rapports. Elle dit que même pendant les rapports et tout, à un moment, le gars a éteint la veilleuse. Et elle a commencé à entendre comme des sifflements en fait. Ça faisait pss, pss, tu vois un peu. Mais elle s'est dit que non, c'est peut-être comme ça que le gars exprime son plaisir. Elle aussi, elle a banalisé. Ils ont fini de faire les rapports, ça s'est bien passé. Tout est passé. Dès qu'ils ont donc fini et tout, la relation a continué. Sauf qu'à un moment, le gars a décidé, subitement comme ça là, le gars a commencé à changer, il a commencé à devenir bizarre, un peu violent et tout. Et elle avait l'impression que le gars faisait tout pour qu'elle le quitte en fait. Genre, il était méchant, rabaissant et tout. Et elle en a eu tellement bas qu'elle a donc quitté le gars. TMG, c'est quand elle a quitté le gars que tous ces problèmes ont commencé. Dès qu'elle quitte le gars comme ça là, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, sa vie va bien et tout. Elle commence à constater que elle marche comme ça là, où elle est assise comme ça. Elle sent comme s'il y a des toiles d'araignée sur son visage, dans ses cheveux. Tu vois un peu, je sais pas, quand tu as une toile d'araignée sur toi, la sensation là, elle a d'abord banalisé, elle s'est dit que non, c'est mon imagination. Sauf que maintenant, c'était à chaque fois, elle se retrouvait à enlever un truc invisible dans ses cheveux, dans ses yeux en fait. Donc des toiles d'araignée invisibles, elle ne comprenait pas. Elle a dit que non, bon, c'est mon imagination. 1 semaine, 2 semaines, elle commence à s'inquiéter. Au bout de, on va dire 3-4 semaines après encore, elle ressent comme si quelque chose commence à bouger dans son ventre. Genre, son ventre commence à faire, quand par exemple, tu es enceinte, donc le bébé donne des coups de pied là, son ventre commence à bouger, elle sent quelque chose qui marche, qui fait des tours dans son ventre. C'est comme ça que aussi dans la même foulée, elle commence à faire des rêves bizarres. Dans les rêves là, le gars qu'elle a quitté vient coucher avec elle. Et dès qu'elle finit de coucher avec elle comme ça, elle rêve qu'elle tombe enceinte. Et dès qu'elle tombe enceinte comme ça, le gars vient, il la bat dans le rêve. Et elle fait une fausse couche et elle hurle. Et dès qu'elle hurle comme ça, quand elle se réveille, elle peut même faire 2-3 jours avec des douleurs atroces dans le ventre. Et c'était déjà comme ça en fait. 1 fois, 2 fois, 3 fois, pareil, elle tombe enceinte dans le rêve. Douleur atroce. C'est donc comme ça qu'elle décide donc que non. Elle explique à sa mère parce qu'elle n'allait plus bien. Elle commençait à maigrir à vue d'œil. Mais elle changeait, elle fanait. C'était grave en fait. Parce que dès qu'elle fait ce rêve-là, 2 jours après, elle fait une hémorragie. Comme si elle faisait vraiment une fausse couche ou comme si elle était en train d'avorter. Elle explique donc à sa mère, elle prend dans son courage, elle explique donc à sa mère parce que sa mère était au village. Je vous laisse deviner quel village. Elle explique donc à sa mère parce que sa mère était au village. Sa mère lui dit que moi, ce que je vais te conseiller, c'est qu'on va aller voir un pasteur et il va nous dire en fait. Ils sont donc partis voir un pasteur. Le pasteur dit que l'affaire si tu étais en couple avec un homme et l'homme là, il faisait de très mauvaises choses. Elle a dit que oui, j'étais en couple avec quelqu'un, mais il me maltraitait à un moment, il me battait, je l'ai quitté. Elle me dit oui, il dit oui, c'est ce qu'il voulait en fait, tu le quittes. Parce que ce qu'il a mis en toi là, il fallait un rejet pour que ça s'active. Elle dit que oui, qu'est-ce qu'il a mis?
il t'a mis un énorme serpent. Et le serpent là, pour nourrir ce serpent, il mange tes enfants mystiquement. Donc en gros, quand elle rêvait qu'il couchait avec elle et tout, et quand elle tombait enceinte, il lui donnait les coups de poing. En fait, elle faisait vraiment les enfants mystiquement. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. Elle faisait vraiment les enfants mystiquement. Et c'est le serpent là qui mangeait ça. Donc en gros, c'est les vrais enfants elle aurait dû, elle était censée avoir quand elle se serait mariée avec son mari. Eh ben, les enfants là, le gars là lui faisait ça. Et le serpent mangeait ça. Donc la fausse couche qu'elle faisait là, elle croyait qu'elle perdait l'enfant ou elle croyait alors qu'elle faisait un rêve. Non. Dès qu'elle faisait cette fausse couche-là, en fait, derrière, le serpent lui mangeait ça. Donc, en fait, elle faisait vraiment de vrais enfants. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Bref, c'était donc comme ça là. Et le pasteur lui explique que c'est en fait ça. Et qu'il ne va pas te laisser tranquille. Parce que le fait que vous ayez des rapports sexuels, tu lui as donné accès à toi, spirituellement, psychiquement et tout. Voilà. Et je rappelle que quand le gars là venait coucher avec elle se disait que non, c'est peut-être les rêves et tout. Elle n'était pas... Bref, elle, ça n'a pas inquiété plus que mesure. Rien du tout. Elle a donc commencé à faire les prières avec le pasteur. Elle dit que maman, quand elle prie comme ça là, non, elle a envie de vomir. Elle prie jusqu'à sa tête tourne. Elle veut vomir, rien ne sort. Elle dit que quand elle prie comme ça, son ventre commence à se tordre. Elle veut vomir, elle veut hurler. Elle dit que pour prier, même pour qu'elle fasse même seulement 5 minutes de prière DMG, elle n'arrive même pas. Dès qu'elle commence comme ça, là, une douleur atroce au bas. C'est comme si on mordait ses intestins. Elle hurle. Pour qu'elle atteigne 30 minutes, même seulement pour chanter. Dès qu'elle veut même seulement entamer une chanson de Dieu, elle se tord comme si elle veut mourir. Le pasteur a prié sur elle. Elle a fait les prières, les combats. Un temps ça va, un temps ça ne va pas. Parce qu'elle aussi, elle aime trop la vie de dehors. Elle ne veut pas laisser. Donc, quand ça commence à aller comme ça, là, elle recommence à aller en boîte. Et du coup, ça reprend. Jusqu'à finalement, elle était même décédée. On l'avait retrouvée comme ça, décédée dans sa chambre. Quand on avait fait l'autopsie, parce qu'on avait quand même réussi à faire ça, elle n'avait plus de sang. Plus rien en fait. L'intérieur de ses organes était vide. Et c'est comme ça qu'on l'avait donc enterrée. Une histoire triste, mais je tenais à vous la partager. Voilà, commentez, likez, partagez. Et puis, bye! Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la troisième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la team de DMG. J'espère que vous vous portez bien. Alors moi c'est la reine de Nkomo depuis le Gabon. Je tiens à faire un big up à la reine du Sud, à l'homme de l'ombre, à Josué le guerrier de Dieu, je pense, depuis celui qui intervient depuis la Kribie, bien, et à tous les autres narrateurs. La dame qui habite aussi la Turquie là, qui a raconté des histoires des personnes qu'elle a rencontrées qui vivent au Kenya. Voilà. Big up aussi à la maman qui raconte des histoires depuis la Côte d'Ivoire. Alors, voici mon histoire. C'est l'histoire d'une cliente à moi. Elle m'a permis de la raconter tout en changeant de prénom. Alors, il s'agit de Martine. Martine, l'histoire se passe au Gabon, dans le quartier de Kingele. Alors, l'histoire, c'est Martine. Martine habite Kingele, à Libreville, au Gabon. Martine est mariée. Elle a 3 enfants, seulement des garçons. Et le dernier des enfants a dans les 3-4 ans. L'aîné a dans les 17 ans. Cela se passe dans les années 2010 ou 2011. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un beau matin, Martine se réveille comme à l'accoutumée, la femme du foyer. Elle réveille tous les enfants pour qu'ils aillent à l'école, mais un des enfants ne se réveille pas. Notamment l'aîné, qu'on va prénommer Sébastien. Voilà que Sébastien ne se réveille pas. Bon, elle se dit, sûrement il veut faire la grasse matinée. Elle s'occupe, elle va à gauche, elle va à droite. 1 heure plus tard, 45 minutes, 1 heure plus tard, elle vient. Sébastien ne se réveille pas. Tiens. Elle vient, c'est cool, Sébastien. Sébastien ne se réveille pas. Mais elle sent que Sébastien dort. Sébastien dort.
Elle appelle le mari. Elle dit, chérie, mais qu'est-ce qui se passe? Sébastien dort, il ne se réveille pas. On secoue l'enfant. On secoue l'enfant. L'enfant ne se réveille pas. Ah! Il soulève l'enfant, ils vont à l'hôpital. On arrive chez le médecin. Le médecin regarde les signes vitaux. Mais l'enfant vit. Mais il dort. Les parents disent, Martine et son mari disent, mais d'accord, nous sommes d'accord. Il dort, mais pourquoi il dort? C'est depuis hier qu'il a dormi. Il est censé se réveiller le matin, comme tous les autres enfants, se préparer à aller à l'école. Le médecin dit non, il dort. Bon, attendons, on laisse en observation, dit le médecin, et puis après on verra. 1h45. Entre-temps, Martine appelle sa sœur. Sa sœur vient comme ça, on l'explique. La sœur de Martine dit non, ça dort. C'est une expression qu'on utilise chez nous, non, ça dort. Elle dit non, on va aller voir le prêtre Festus. Ceux qui sont du Gabon connaissent le prêtre Festus au roi mage d'Akébé. Père à son âme, lui aussi il est déjà décédé. Alors à cette époque, on soulève l'enfant, on va chez le père Festus. Le père Festus est là, il fait sa cérémonie et tout, et puis il voit des gens rentrer. Il fait asseoir le monde, on l'explique la situation, il dit mettez l'enfant là. On met l'enfant là, et puis on l'explique. Père Festus rentre dans son bureau. Quand il ressort, il dit aux parents, vous savez, voilà 3 noms des amis de Sébastien. Hein? Ils disent oui, allez-y me chercher ces 3 garçons-là. Ce sont vos voisins à Kingeli, allez-y les chercher. Oh, ah bon? Il dit oui. Vous voulez la solution? On ne peut pas répondre. Je ne peux pas répondre, expliquer ce qui arrive à votre fils Sébastien si les 3 amis de Sébastien ne sont pas là. Alors les parents retournent au quartier. Ils vont voir les amis. Les amis sont là. Oh, ils expliquent aux parents. Oh, voilà, nanani, nanana. Voilà. Les parents aussi disent, ah bon, ok. Allez, on va vous suivre. Ça, c'est même très intéressant. On va voir ce que le père... Et puis, vous savez, au Gabon, on respecte beaucoup les prêtres. Hein. Sûrement ailleurs aussi. Voilà. Donc, quand un prêtre dit quelque chose, c'est parole d'évangile. C'est comme ça que tous les parents montent à l'église Roi Mage. Kingeli n'est pas loin de l'église Roi Mage. Allez, tout le monde monte. Ils arrivent. Tout le monde s'assoit. Le père Festus prend la parole. Il appelle les 3 garçons devant. Tout le monde. Tout le monde se tait. Le père Festus pose la question aux 3 garçons. Pourquoi Sébastien dort? Voilà déjà toute une journée. Il ne se réveille pas. Expliquez-moi ça. Enfin, le père Festus a dit expliquez-nous. Nous sommes tous là. Les 3 garçons, ça fait le malin, ça boude, ça marmonne. Vous connaissez les adolescents là, ça boude, ça fait le malin, machin. Le père Festus leur avertit encore une deuxième fois. Il dit que si vous ne m'expliquez pas, quand je rentre dans mon bureau là, quand je ressors avec mon eau bénite, c'est pas les eaux bénites que vous avez entendues. Quand je ressors avec ça, c'est sur vous une fois. Et ce qui va vous arriver, en tout cas, vous êtes venus, c'est ici que ça se passe. Et puis moi, je vais faire un rapport à la police, à la gendarmerie, à la PJ, et puis le reste en suivra. C'est comme ça que le chef de la bande, l'aîné des 3 garçons, des garçons qui sont venus au quartier, il intervient. Oh, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Tout le monde prend bien place. Asseyez-vous. Hein, Yable. Ça veut dire je nous parle. C'est comme ça qu'il explique que non, voilà, Sébastien, d'habitude, on a l'habitude d'aller, on a l'habitude de voyager. Ah bon, oui, vous voyagez, vous allez où? Non, on va en Afrique, on veut partout. On voyage, on va au Nigeria, mais cette fois-ci, on partait au Congo. Le Congo, on faisait souvent plusieurs tours. Vous partez faire quoi là-bas? Oh, on part faire nos choses. Ah bon? Mais vous partez comment? Il dit non, on part avec la boîte sardine. Pardon? Oui, ils disent que non, c'est la boîte sardine, donc il nous faut un pilote. Notre pilote, c'est Sébastien. Ah bon? Et il explique que non, le carburant qu'on utilise, c'est le carburant des jeunes filles, des femmes enceintes en fait. Les carburants, c'est les jeunes filles enceintes. Donc, les grossesses, les jeunes filles enceintes, c'est ce son-là qu'on prend pour notre carburant. Ah bon? Tout le monde est là, tout le monde écoute attentivement. C'est là où le père Festus dit, mais d'accord, jusque-là, on vous suit. Maintenant, où est le lien avec Sébastien? C'est là où le chef de la bande dit, Sébastien est tombé amoureux d'une fille du quartier à Kingeli. Et Sébastien savait que cette fille était enceinte. Excusez-moi, il y a un peu les moustiques. Alors cette fille, Sébastien savait que cette fille était enceinte.
Et toute la bande, nous avions décidé que c'est cette fille, c'est son tour. Nous allons prendre sa grossesse et qui va nous servir de carburant. Et comment on fait pour prendre la grossesse? On provoque des avortements. Quand le sang coule, nous, mystiquement, on récupère ce sang. Et ça nous sert de carburant. Et on sait quelle quantité de sang il nous faut pour faire telle distance ou telle distance. Ah bon? Oui. Ok. Voilà comment il explique. Il dit maintenant, c'est comme ça que nous avons voyagé. Mais avant qu'on ne voyage, Sébastien n'était pas d'accord. Sébastien ne voulait pas que l'on provoque, que l'on prenne la grossesse parce qu'il était déjà amoureux, alors que c'est même pas sa grossesse, c'est même pas son enfant, mais il était seulement amoureux de la fille. Il avait refusé. Ça a mené des discussions entre nous. Mais malgré ça, on n'a pas pris la grossesse de la fille, on est parti prendre une autre grossesse ailleurs. Début de grossesse ailleurs pour faire notre voyage mystique. Sébastien, c'est notre chauffeur, notre commandant, voilà. Et c'est comme ça qu'on a voyagé, ça c'est le chef de la bande qui raconte. C'est comme ça qu'on a voyagé, on est parti au Congo, en passant par Ndindi. Ndindi, c'est une région entre la frontière du Congo et du Gabon. C'est comme ça qu'on est parti au Congo. En revenant, nous étions déjà d'accord qu'on devait faire un coup à Sébastien pour le punir. C'est comme ça qu'on a poussé Sébastien. Il est tombé sur un arbre à Ndindi. Là où on vous parle, là, il est là-bas. Mais on n'a pas fait ça pour le tuer. On a fait ça juste pour lui donner une bonne leçon en fait. Parce que d'habitude, on est souvent unis. Quand on prend une décision, on prend la décision ensemble. Maintenant, lui, il commençait à être bizarre à cause de cette fille-là. C'est comme ça qu'on l'a poussé. En le poussant, il est tombé, son esprit est resté à Ndindi. Voilà pourquoi il ne peut pas se réveiller là où vous le voyez là. Les parents étaient dépassés. La mère de Sébastien disait que wow, mon enfant pilote. Le père Festus a dit que madame, laissez, ce n'est que le début. C'est comme ça que maintenant le père Festus a demandé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le père Festus savait, mais il voulait que ça se sache. Que tout le monde sache ça. En tout cas, vous comprenez? Que tout le monde devait savoir ce qui s'est réellement passé. C'est comme ça que le père Festus a dit. Maintenant, là où nous sommes là, Sébastien est resté en Ndindi sur un arbre, oui. On fait comment? Parce qu'il doit se réveiller ici. Une partie est restée en Ndindi, une partie est ici. Relier les deux parties pour qu'il se réveille ici. Ce n'est pas une permission, hein. Ce n'est pas une demande, ce n'est pas... Voilà, c'est une obligation, vous le faites là. Oh, il a dit que le frère Festus n'a pas terminé la phrase. Ils ont dit que bon, on va le faire. Bon, ils ne voulaient pas le faire devant les gens. Le père Festus a dit, ça va seulement se faire que là. Et c'est comme ça que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui ont déjà suivi Matrix, le film Matrix, vous le savez. C'est la même chose. Donc, la manière dont, dans Matrix, les gens se positionnent dans la machine et ils s'activent pour aller de l'autre côté. C'est comme ça que les garçons là se sont allongés. Sébastien était allongé de manière perpendiculaire. Ils ont fait comme les 4 points cardinaux. Vous voyez un peu le nord, le sud, l'est, l'ouest. Ils se sont mis comme ça, les têtes dans un même sens, les pieds de l'autre côté. Et c'est comme ça ils se sont attrapés la main de Sébastien. Ils sont partis quick. Ils sont partis devant les gens comme ça là en pleine église. Devant tout le monde. Ils sont partis, ils ont mis je pense 15 minutes. Hein. Selon la dame, 15 minutes. 15-20 minutes comme ça. Après ils sont revenus. Et Sébastien s'est réveillé. Tout le monde était dépassé. Et les parents des 3 garçons. Et Martine elle-même. Elle me dit, ma chérie. Je voyais mon enfant, on dirait qu'on m'a changé l'enfant à l'hôpital. C'est comme ça que Sébastien s'est réveillé. Tout le monde criait. Les parents des 3 enfants criaient. Et parce que beaucoup de gens du quartier étaient venus, mais ils étaient dehors. Donc ça fait du bruit dans l'église des rois mages. C'est comme ça que le père Festus appelle la dame seule. Le père voulait venir, il a dit non, seule la dame. C'est comme ça qu'il appelle le père Festus. Et le père Festus l'appelle dans son bureau. Il dit que Madame Martine, oui, ce sont vos enfants, oui.
Est-ce que vous savez que vos enfants ne sont plus des enfants? Elle dit pardon, elle dit que vous voyez, si il n'y avait pas eu cet incident, vous n'aurez jamais su que votre premier fils est pilote mystique la nuit. Il dit que c'est la même chose avec votre deuxième fils. Votre troisième enfant aussi, c'est aussi un pilote. Lui, il voyage avec l'autre dans le quartier aussi. Madame Martine a mis la main sur la tête. Madame Martine a demandé, mais comment ça se passe? Comment ça s'est fait? Le père Festus a dit, c'est votre mari. C'est votre mari qui a donné le vampire à tous vos garçons. La seule personne qui n'a pas le vampire là, c'est vous. Et sachez bien que quand vos enfants voyagent la nuit, ils vous voient dormir, ils ont pitié de vous. Ils disent souvent que, pitié de maman, et maman ne sait même pas ce qu'on fait. Ils partent avec le père, ils reviennent. Ça dépend de là où ils veulent aller, ça dépend des choses qu'ils veulent aller faire. Et le père Festus lui a dit, sachez qu'au degré, il dit que votre troisième enfant, votre mari lui a donné le vampire, il était dans votre ventre. Il n'était même pas né. Elle m'a dit que ma chérie. Et cette femme-là, quand elle me racontait ça, c'est une femme, chaque fois qu'elle venait me voir pour certains services, elle manquait de joie. Elle manquait de sourire. Et le père Festus lui a dit, vous n'avez plus de... Votre mari vous a menti. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Et ça lui a rendu triste. Elle était devenue malheureuse tout d'un coup. Et à la fin, je lui ai demandé, mais finalement, comment tu fais? Elle a dit non, je l'ai quitté. J'ai quitté le monsieur. Quand elle me racontait l'histoire, ça faisait pas longtemps qu'elle a quitté son mari. Elle dit qu'elle lui a laissé avec les enfants. Parce qu'elle ne savait pas comment vivre avec ça en fait. Elle disait qu'elle avait besoin de beaucoup réfléchir. Alors la leçon que l'on peut tirer de cette histoire, c'est pas facile, c'est vrai. C'est beaucoup de travail. Hein. Parfois on donne des conseils, mais il faut vivre la situation avant de comprendre. Mais c'est souvent bien de savoir avec qui on se met en couple, de savoir avec qui on se marie. Il faut toujours chercher à savoir. Même si on est là dans l'amour et tout, il faut chercher. Il y a plusieurs manières de chercher, de connaître quelqu'un. Voilà, donc c'est là mon histoire. Et comme on le dit toujours, likez, partagez, afin que beaucoup de personnes viennent aussi s'instruire comme nous nous instruisons dans l'émission DMG. Bisous là-bas. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, écoutons la quatrième histoire. Salut DMG, salut à toute la grande famille DMG. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Abonnez-vous, likez et partagez. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Regardez DMG, avant de raconter mon histoire ici, je vais souligner quelques petites lacunes que j'ai remarquées sur les précédentes productions. Premièrement, le volume en fond sonore, il est un peu haut. Voilà, et essaie de voir comment tu vas baisser un peu. Voilà, tu vas bien équilibrer avec la voix des auditeurs. Deuxième chose, il y a un petit bruit de cric tout le temps là. Surtout pour ceux qui écoutent bien, j'avais des écouteurs. Vous allez voir que ça fait mal au tympan là. Ça fait cric là. Moi, quand j'écoute avec les AirPods là, ça me fait... Après, j'ai mal à la tête. Le cric là, ça, c'est fort. Et troisième chose, les gens qui viennent parler doucement là, comme si je suis en train de faire la confession chez un prêtre. Vous n'êtes pas en train de faire une confession ici. Hein. Parlez fort, criez. Quand vous écoutez les histoires des gens ici là, on crie, on parle fort, vous êtes content. C'est bien audible. Mais à votre tour, vous faites des choukou. Si tu veux faire des choukou, fais ça là-bas là. Ne nous envoie pas ça. Fais le choukou. Toi-même, tu écoutes ça. Tu dors. Ne nous envoie pas ça. Et DMG, il faut bien écouter les histoires. Si ce n'est pas bien audible, tu n'envoies pas ça. Tu n'envoies pas ça. Mieux tu renvoies les histoires de la maman qui raconte l'histoire tous les jours ici là. On n'est pas fatigué d'écouter ces histoires. Et vu qu'elle raconte bien les histoires, on va seulement écouter ça. Sélectionne-moi les bonnes histoires pour nous envoyer, mon frère. Ne nous envoie plus les choukou que les gars nous fatiguent les oreilles avec là. Ok, merci. Alors, je raconte mon histoire. L'histoire, elle s'est déroulée il y a de cela 2 ans. C'est ma propre histoire. J'étais sur Facebook, voilà, en train de scroller. Et un jour, j'ai vu la publication d'une dame
qui laissait croire qu'elle traversait un moment très difficile, qu'elle sombrait dans la dépression. Et j'ai laissé un commentaire de réconfort. Peu de temps après, elle m'a répondu. Voilà. On a essayé de papoter un peu sous sa publication. Le courant, il passait bien. Et là, peu de temps après, elle m'a envoyé une invitation sur Facebook. J'ai remarqué sa photo de profil, j'ai accepté. On a commencé à se parler. C'est allé tellement vite qu'on s'est retrouvés sur WhatsApp. Voilà, sur WhatsApp, on se parlait tout le temps. Et un jour, elle m'a proposé qu'on se voie. Voilà, qu'on se voie. Et elle me fait comprendre que elle n'aime pas trop les endroits publics. Voilà. Elle souhaiterait que soit c'est chez moi, soit c'est chez elle. Et elle m'a fait comprendre qu'elle vivait seule. Voilà, qu'elle louait, elle avait son travail, elle avait sa petite vie stable financièrement au top. Ça, vraiment, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est comme ça que le jour de la rencontre est arrivé. On s'était donné rendez-vous vers 20h chez elle. Elle m'avait demandé de passer ma commande. Qu'est-ce que je voulais manger? J'ai dit, voilà, je suis rentré au travail tout le jour là. Car un sixième sens m'a dit que, gars, sois avec ton petit. Mon petit frère. Je ne sors jamais avec mon petit DMG. Je ne marche jamais avec lui. Sauf si peut-être c'est pour un truc de bien. Peut-être une fête de famille. Mais quand il part boire mon vin là, ou bien que je suis avec les femmes là. Non, je ne marche pas avec lui. Voilà. Même à la maison, je ne ramène pas les filles. Voilà. Je ne ramène pas les filles. Je ne lui fais pas croire que... Bon, en fait, je ne laisse pas voir la vie de désordre que je peux mener. Tu vois un peu. Je dois être un grand frère exemplaire et parfait à ses yeux. Voilà. La seule femme qui vient à la maison là, c'est quand ma femme est au pays. C'est la seule qui sait contre tout le monde, toute la famille sait que okay, c'est madame. Mais le reste là, mais quand il veut jongler là, non. Je ne sais pas devant ses yeux. Alors ce jour, bizarrement, je lui demande de m'accompagner. Lui, il trouve ça bizarre. Il est gêné. Bon, malgré lui, il m'accompagne quand même. On arrive chez la dame. Dans le quartier de la dame, elle vient nous chercher au carrefour. Je sens comment elle est gênée du fait que mon petit frère soit là. Parce que je n'avais pas prévenu que mon petit frère allait arriver. Elle nous reçoit. DMG. Le premier truc qui est tout d'abord bizarre, c'est que Langa a servi des plats de nourriture en cuisine. Elle vient avec ça déjà à table. On ne fait pas ça. Quand tu invites quelqu'un là, tu mets là sur la table. Nous tous, on se sait. Non, elle est venue avec les plats. Bon, je n'ai pas voulu faire ça un problème parce que déjà, le fait que j'amène mon petit frère, c'était pas bien. Donc, il fallait que je reste tranquille. Et puis après, j'avais un peu mal à la tête. Je me plaignais un peu. Peut-être c'est parce que je n'ai pas bien dormi dans la nuit. J'ai un peu mal à la tête. Elle s'est empressée de me sortir un médicament. Aussi mouton que je suis, je n'ai même pas réfléchi. J'ai pris le médicament, j'ai ingurgité. Oh, ça c'était l'erreur de ma vie DMG. Le médicament là m'a fatigué, DMG. Le médicament là m'a fatigué comme il n'était pas permis. C'est-à-dire que je mange, je dors. Je ne fais que manger, je dors. Je ne fais que manger. Au fur et à mesure que le temps passe, je suis fatigué. Je commence à voir tout en ralenti. Et puis, je ne fais que le dire que je suis fatigué. Je ne sais pas pourquoi, j'ai sommeil. Elle me dit que mais si tu es fatigué, va te coucher dans la chambre. Tu dors. Mais moi, j'ai même trouvé la proposition bien parce que il voulait dormir. C'est mon petit qui t'a dit que mon grand frère ne dort pas. On va rentrer. La fille dit que mais laisse-le dormir, il est fatigué. Je ne sais pas pourquoi il est fatigué. Le petit dit que je ne peux pas laisser mon grand frère. Je vais rentrer avec lui. Moi-même, je dis à mon petit que petit, je suis fatigué, laisse-moi dormir. Il dit qu'il est big. Je ne peux pas te laisser dormir. On va rentrer. Le petit a signé qu'on va rentrer. Car malgré moi, j'ai dit ok, car DMG, mon petit m'avait arrêté comme ça à l'épaule. Donc, un peu comme dans les films, quand tu regardes les films, que l'acteur peut-être était blessé, que la fille avec qui il était l'a sauvé, il marche. C'est comme ça qu'il marchait. Le petit me met sur la moto. Hein. C'est lui qui prend mes pieds, il met sur les pauses et puis il s'assoit derrière. On arrive à la maison. Pour monter des escaliers, mon gars, c'était pas facile. C'était pas facile, mon frère. Quand on arrive à la maison, tu sais seulement que je me suis affalé sur le lit. C'est lui qui a retiré mes chaussures. Je me suis revenu avec 10h, 11h. Mais, gars DMG. Quand maintenant je vais appeler la fille là pour dire que vraiment, excuse-moi, hier,
on est bien arrivé, tout ça là. Elle m'a bloqué. Elle m'a bloqué sur WhatsApp, elle m'a bloqué sur Facebook, elle m'a bloqué sur Appel Noma. J'ai essayé d'appeler partout. DMG. Maintenant, la question que je me pose est que, est-ce qu'elle avait un plan machiavélique derrière son invitation? Parce que je ne vois pas la raison pour laquelle elle m'a bloqué. Pourquoi est-ce qu'elle m'a bloqué? Qu'est-ce que j'ai fait? Et le médicament qu'elle m'a donné, est-ce que dans le repas, là, elle avait déjà mis quelque chose? Et plus le médicament, c'était pour me fatiguer, pour que je dorme là-bas, pour que la nuit, peut-être, elle fasse des crimes rituels sur moi. Je me repose encore ces questions. Et je ne trouve pas la réponse. Qu'est-ce que cette femme voulait réellement me faire? Et puis moi, je vais nous dire ici à nous les hommes, car faisons attention. Les femmes qui nous draguent facilement, faisons attention l'homme. Faisons attention. Parce que si mon sixième sens n'avait pas parlé ce jour de marcher avec mon petit frère, c'est que je ne suis pas en train de vous parler pour faire le voice ici là. Parce qu'il ne sait pas ce qu'elle est arrivée là-bas. Ou peut-être qu'il y avait un serpent boa caché sous son lit. Oh, ça on ne sait pas là. Ou c'est un crime rituel qu'elle devait faire sur moi. Oh, ça je ne sais pas moi. Ou elle voulait me violer tout simplement. Oh, ça je ne sais pas là. Ce qu'elle voulait me faire là, c'est Dieu seulement qui connaît. C'est Dieu seulement qui connaît ce qu'elle voulait me faire le jour-là. Donc, comme j'ai l'habitude de dire ici là, à la fin de mes histoires, que vous voilà que je suis en train d'avertir. Faites attention, le dehors est mauvais. Surtout les gens qu'on rencontre dans les réseaux sociaux, Facebook, TikTok là. Des mauvaises personnes. C'est difficile de trouver une bonne personne dans les réseaux sociaux de nos jours. Surtout en ce moment-ci, où tout le monde veut la vie facile. Le diable, Satan a bien que le diable est dehors. C'était ma petite histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Likez, commentez, partagez. Là, on va écouter la 5e histoire. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir DMG. Bonsoir la team. Bonsoir à toute la communauté de DMG. Moi-même y parmi. Moi-même y compris. Donc, c'est la reine de Nkomo depuis le Gabon. Donc, comme on le dit toujours, nous devons partager, nous devons liker, toujours avant d'écouter. Parce que parfois, on est tellement captivé qu'on oublie de liker, on oublie que c'est un geste banal. Nous devons liker, partager et commenter. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire dans ma famille. Ça s'est passé dans ma famille du côté de mon oncle maternel. Alors, je vais un peu taire... Je vais taire les pays et les noms parce que je n'ai pas indexé pour que les gens ne se sentent pas vraiment indexés. Donc, c'est l'histoire de mon oncle maternel. Mon oncle s'est marié avec une dame d'une certaine ethnie d'un pays voisin. Et avec cette dame, mon oncle a fait plusieurs enfants. Et cette dame, c'était la femme du foyer, comme on appelle ici au Gabon, le ministre de l'Intérieur. Alors, cette dame, notre tante, ma tante à moi, sa première fille, c'est-à-dire une de mes cousines, avait eu un enfant. Et comme elle était très jeune, notre tante a pris cet enfant-là. On va surnommer notre tante Augustine. Voilà. Donc, Augustine, ma tante, a pris sa petite fille, c'est-à-dire l'enfant de sa première fille. Donc, elle a gardé cet enfant comme si elle était le sien. Mais, Augustine, ma tante, s'est vraiment arrogé l'amour de ce petit-fils-là, au point que ma cousine se sentait un peu délaissée. Et ma cousine allait souvent demander à sa mère, Augustine, que « Ah, maman, mais donne-moi aussi l'enfant. L'enfant aussi, c'est moi qui ai... c'est mon enfant quand même. » La mère, ma tante, Augustine, répond à sa fille en disant « En tout cas, sache que cet enfant-là, tu ne l'auras plus jamais. Cet enfant est à moi. Si tu veux un autre enfant, tu fais le tien. » Au point que ça a mené des problèmes. Ça se chamaillait entre elles. Vous allez comprendre à la fin qu'est-ce qui s'est réellement... Bon, peut-être pas ce qui s'est réellement passé, mais ce que cet enfant est devenu. Donc, ma tante Augustine ne se séparait plus de cet enfant. Partout où elle allait, cet enfant était avec elle. Au dos, au bras, partout. L'enfant dormait avec elle au point que mes cousins qui venaient après, la grande là, lui ont dit que « Ah, je voudrais que ça devienne autre chose. Hein. Maman, laisse-la avec cet enfant. » Parce qu'elle a dit qu'elle ne te remet pas l'enfant. Si tu forces, elle peut faire quelque chose à l'enfant, même si c'est ton enfant. Laisse
Mets ça entre les mains de Dieu. Mais c'est de la mort dans l'âme que ma cousine a accepté de faire ce jour. En fait, elle ne comprenait pas sa mère. On lui a dit laisse. C'est comme ça qu'elle a laissé son enfant, sa fille, entre les mains de sa mère. Donc la mère, ma tante Augustine, montait et descendait avec cet enfant. Voilà comment un jour, un soir, notre tante Augustine est sortie. Personne ne sait là où elle allait. Entre-temps, mon oncle était le genre d'homme, parfois il était affecté dans des villes, parfois il fallait rendre certains services dans d'autres villes. Donc il avait fait pratiquement 2 semaines, ou bien je pense 3 jours, il n'était pas à la maison. Donc voilà comment ma tante Augustine sort un soir. Donc vers les 17h, elle sort, elle dure là-bas là où elle part. Et elle rentre un peu tard, elle rentre aux environs de... Elle est rentrée. Est-ce que vous voyez? Elle est rentrée et elle est allée dormir. Voilà. Il fallait que je me rappelle bien. Elle est rentrée, elle est allée dormir. Et puis à un moment donné, les autres enfants, chacun qui avait un sommeil, soit les autres dormaient, soit les autres s'occupaient dans la maison. Voilà comment autour de 22h, 23h, on entend les pas. Une dame qui est en train de courir dans le quartier en faisant du bruit. Mais les enfants étaient déjà rentrés, ils ont fermé la porte 22h, 23h. La porte n'est pas ouverte. Vous voyez un peu, dans les villes reculées là. Donc on entend une dame qui court, elle vient comme ça là-bas, elle vient, elle cogne chez mon oncle là. Elle cogne. Elle dit, oh maintenant, les enfants certains voulaient ouvrir vite. Il y a l'aîné qui a dit que non, vous ne pouvez pas ouvrir, vous savez que c'est qui. Et maintenant, depuis la maison à l'intérieur, les enfants demandent, mais c'est qui? La dame répond à l'extérieur que c'est moi, votre mère, ouvrez la porte, ouvrez, il y a le feu, ouvrez. Oh. Mais ils ne comprenaient pas. Ils disent, mais comment la dame l'a pu dire que c'est notre mère? Et puis entre eux, ils se sont demandé, maman est sortie. Les autres disent que, ah oui, les autres disent non, les autres disent, mais elle est sortie, mais elle est rentrée. Ils sont allés vérifier tous dans la chambre. Ils sont partis sur la pointe des pieds pendant qu'il y avait une dame, la même dame, cognée devant la porte. Rappelez-vous qu'il est 22h30, 23h par là. Ils vont regarder dans la chambre, ils voient très bien que leur mère est en train de dormir. Ah! Et ils entendent la dame qui cogne à la porte. Ouvrez, c'est moi, votre mère. Ouvrez, s'il vous plaît, ouvrez la porte. Ah! Les enfants sont devant un dilemme. Mais ils essaient de... Les autres disent non, ne la réveillez pas. Je dis, mais maman ne peut pas crier dehors alors qu'elle dort dans la maison. Vous voyez un peu le truc. C'est comme ça que les enfants sont restés dit que, oh, mais la dame insistait, ouvrez, j'ai l'enfant au dos, ouvrez. C'était devenu maintenant récurrent, mais elle a duré devant la porte. À un moment donné, les enfants, les aînés, à l'unanimité, les enfants, ils se sont dit, bon, on va ouvrir la porte, on va un peu voir ce qui va arriver. Voilà comment, quand ils ouvrent la porte, le feu, et pendant qu'elle criait, disait qu'ouvrez, j'ai le feu me poursuit, le feu me poursuit. Ils ne comprenaient rien à un moment donné, au bout de 45 minutes, 1 heure du temps. Ils ont ouvert la porte, et quand ils ouvrent la porte, ils ont vu un feu. C'est-à-dire, quand ils vous expliquent, ils ne comprennent pas là où le feu venait. Mais ils ont vu une flamme de feu, comme une boule de feu qui était derrière la dame. La dame avait l'enfant au dos. Et ils ont seulement vu une dame qui rentre, comme une espèce, comme un esprit en fait. Comme un truc, comme un vent, je ne sais pas, comme une représentation. Mais ils n'ont pas vu une... Ils ont vu une femme, mais qui ne semblait pas réelle. Je ne sais pas comment je peux vous dire ça. Ils ont seulement vu comme c'est passé comme le vent. Foup, c'est rentré dans la chambre. Et quand ils ont regardé derrière, la porte était où ils ont vu le feu. Et puis, la personne qui est rentrée est partie dans la chambre. C'est là où leur mère s'est réveillée. Et donc, vraiment, c'était spectaculaire. Et la mère dit, vous m'avez tué. Pourquoi quand je vous ai dit d'ouvrir la porte, vous n'avez pas vite ouvert la porte? Oh mon Dieu, je suis morte. Oh Seigneur, je vais faire comment? Je suis morte. Les enfants ne comprenaient rien à rien. Mais celle-là, les enfants ne comprenaient rien. Parce que quand la dame qu'ils ont ouvert la porte est rentrée,
C'est là où la mère, dans la chambre, s'est réveillée. Et le feu qu'ils ont vu, qui les a poursuivis, après le feu a fait comme s'il a été aspiré. Et ça a disparu. Vous voyez quand la boule de feu vient sur vous, comme si on lance un truc et ça repart. C'est comme ça que ce feu-là a fait. Et ils étaient tétanisés, dépassés. Enfin, ils n'avaient pas de mots. Mais la mère ne faisait que crier, oh voilà, vous m'avez tué, nanani, nanana. Donc ils ont refermé la porte. Ils posent à la mère la question, mais tu sors d'où? Oh, j'étais là-bas. C'est comme ça qu'ils disent, mais tu dormais, nous on t'a vu dormir. Quel dormir? Quel dormir? J'étais pas là, j'étais marché, je vous ai dit d'ouvrir la porte. Donc vous voyez, vous connaissez un peu les mamans africaines là, que même si vous avez raison, elle va tout faire pour vous accepter, vous faire accepter sa raison. C'est comme ça que tout le monde se calme. À un moment donné, tout le monde s'endort, vers minuit, 1h et tout le monde s'endort. Le matin arrive, je vous dis bien que le matin arrive, la même dame, donc ma tante Augustine, sort encore, elle prend le fameux petit-fils, la fameuse petite fille qu'elle a dit que c'est maintenant son enfant. Kungudu Odo, elle attache le paille. C'est comme ça qu'elle sort, elle dit que non, elle part, si c'est dans quelle ville là, elle voyage. Elle ne dit même pas aux enfants qu'elle est partie. Elle dit non, je m'en vais devant là, un peu devant là, j'arrive. Donc madame est partie monter dans le... Elle est partie monter dans les voitures pour aller dans une ville à côté. Et dans la ville à côté, qu'est-ce qu'elle fait dans la voiture? La voiture là où ma tante est montée est partie faire collision avec un camion d'essence. Imaginez la suite. Imaginez la suite, le feu qu'elle criait là. C'est comme ça que ma tante là, Augustine, est morte brûlée. L'enfant qu'elle avait au dos, brûlé. Le chauffeur du camion d'essence, brûlé. Le boy chauffeur, brûlé. Et le chauffeur de la petite voiture a dit oui, tout le monde, hein, brûlé, calciné, grillé. Comme vous voyez, on fait des soya. Quand la viande est cuite là, c'est comme ça. Et c'est comme ça que les gens courent maintenant. Oh, venez, oh, votre mère, votre mère. Il dit quelle mère? Les enfants disent encore, mais quelle mère encore? Oh non, votre mère. Il dit que non, maman a dit qu'elle partait à côté là chez le boutiquier. Quelle mère? C'est comme ça, on leur dit non. Votre mère est morte brûlée. Comment ça? Les enfants courent comme ça, ils reconnaissent la robe que leur mère est sortie avec. Ils reconnaissent aussi comment elle est morte avec l'enfant au dos. Paix à son âme. Vous voyez un peu? Les enfants étaient traumatisés en fait. C'est là où les enfants comprennent, c'est là où l'aîné est resté à comprendre que oh, le feu qu'ils ont vu la veille, c'est le feu là qui a dévoré leur mère. Donc, après, quand mon oncle est venu, ils sont allés du côté de leur maman, le côté maternel, ils ont essayé d'expliquer. C'est comme ça qu'on leur a expliqué que non, leur maman avait le vampire. Donc, quand elle dormait là, elle dormait, mais elle est sortie en vampire. Vous voyez un peu? C'est le corps de chair qui était là, elle est sortie en vampire, elle est partie. Quand elle est revenue là, que le faux lui poursuivait, elle est allée chercher les problèmes à un monsieur dans un autre village aux alentours là-bas. Et là-bas, on l'a bastonné et puis on l'a envoyé le feu. Donc, elle a commencé à courir depuis là-bas. Le feu là lui poursuivait, donc elle venait se cacher dans sa maison. Le fait que les enfants ont mis du temps avant d'ouvrir la porte, c'est ce qui l'a tué des gens vampires. En fait, comme on dit chez nous, elle était déjà morte. La nuit là qu'elle est rentrée, elle était déjà morte. Donc, la démonstration, c'était seulement quand elle est partie prendre la voiture pour aller si c'est où elle veut aller. Et puis, il y a eu collision avec le camion. Donc, comme le feu l'a suivi la nuit, elle devait forcément mourir par le feu parce que le monsieur, il avait déjà fait son retour à l'envoyeur. Donc, ça devait seulement que tomber sur elle. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc c'est comme ça que ce jour-là, mes cousins ont perdu leur tante. Ils étaient tristes, mais ils ont trouvé ça franchement aberrant. Ils n'ont rien compris. C'est là où ils ont compris. Et c'est là où sa première fille, ma cousine, a compris pourquoi elle s'attachait trop à sa fille. Parce qu'elle avait déjà donné le vampire à la petite fille aussi. Comme on dit chez nous, pas un passant bâtard. C'est-à-dire, elle ne s'éloignait pas de cet enfant-là. Elle est morte avec cet enfant-là. Vous voyez un peu. La leçon à tirer, c'est quoi? Comme vous le savez tous.
qu'il ne faut pas avoir le vampire, il ne faut pas accepter le vampire. Le vampire n'est pas bien. Je ne sais pas si, comme on dit, il y a le bon vampire, le mauvais, mais je ne sais pas. Et selon l'histoire que je viens de raconter, c'est ma propre famille, ma propre tante. Parce que ma mère m'avait d'abord... C'est une vieille histoire. Ma mère m'avait d'abord raconté ça, mais il y avait des ambiguïtés. C'est-à-dire, je ne savais pas exactement... Parce que quand on raconte une histoire, il faut que ça soit plausible, en fait. Alors, j'ai rencontré une cousine qui m'a maintenant donné la bonne version. C'est la version là que je vous ai racontée. Donc, dans la vie, n'acceptons pas le vampire. Et quand on a nos enfants là, gardons nos enfants nous-mêmes. Les parents sont là pour nous aider, mais nous-mêmes, si nous sommes conscients de ce que nous avons mis au monde, nous devons garder nos enfants. Et puis, même dans la vie réelle, ne prenons pas l'habitude de toujours aller prendre, toucher, provoquer les gens. Voilà les conséquences. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bisous à toute la team DMG. Continuons de liker, de partager parce que nous gagnons en maturité grâce à DMG. Bisous là-bas. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on écoute la 6e histoire. Bonjour DMG TV, bonjour à la famille DMG TV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici raconter une histoire. C'est l'histoire d'une jeune américaine qui parle des pratiques occultes de son père qui était franc-maçon. Et si vous me permettez, la famille, je voudrais adresser une félicitation à notre Zéla Panthère. Je suis entrée dans ta page Zéla Panthère hier et j'ai vu, il y a les berceuses de Zéla Panthère. Franchement, félicitations. La famille, elle a fait un livre pour nos enfants. Un livre, vous voyez déjà des livres qui a aussi la voix là et tout ça. Et sa belle voix, sa belle voix qu'elle a enregistrée apparemment. Donc, franchement, achetons ces livres-là pour nos enfants, surtout ceux qui sont à la diaspora. J'ai envoyé à toutes mes petites soeurs. Je vais voir si dans Amazon et tout ça, on trouve le livre. Vraiment, félicitations. Et pour ta page, félicitations. En tout cas, DMG est bien entouré. Donc, je reviens à l'histoire. Alors, DMG, j'ai vu justement dans TikTok, tu parlais de l'histoire de la jeune dame chrétienne là qui dit qu'elle est enceinte d'un franc-maçon et elle ne sait pas quoi faire. Donc, la famille, alors, je vous raconte alors l'histoire de la jeune américaine. Cette jeune dame américaine a dit que depuis son enfance, elle savait que son père était attiré par l'occultisme. Bon, elle ne savait pas encore ce que c'était l'occultisme, mais elle savait juste que son père aimait les choses étranges et sa maman n'aimait pas ça. Il avait toutes sortes de livres. Petit à petit, elle avait compris que ce sont les grimoires, les trucs comme ça. Donc, ce sont les livres sataniques et occultes qu'il avait à la maison. Et il allait souvent dépenser des sommes pas possibles pour entrer en possession de certains livres sataniques. Donc, et son père était dans les business. Ses business marchaient bien. Elle, alors, elle dit que parfois, son père, parce qu'ils sont trois, ils sont une fille et deux garçons, et son père, parfois, allait avec soit l'un, soit l'autre des frères dans d'autres États. C'est aux États-Unis, n'est-ce pas? Ils allaient dans d'autres États, apparemment rencontrer certaines personnes. C'est plus tard que un des frères avait alors raconté qu'ils allaient dans des endroits qui ressemblaient à des temples. Lui, on lui demandait d'attendre dans un salon pendant que son père allait et il entendait les gens parler, chanter, prononcer certains mots ensemble, en l'unisson et tout ça. Un peu comme s'il y avait une cérémonie. Et le frère dit que c'était seulement les hommes qui avaient dans ce truc-là. Il n'y avait pas de femmes. La maman, alors, très inquiète, vraiment, la maman n'aimait pas ça. Surtout quand un jour, la fille, alors, qu'est-ce qu'elle raconte? La fille dit que très petite déjà, c'était dans les 3 ans déjà, son père avait commencé les attouchements sur elle, il avait commencé à abuser de sa fille. Et pas abuser dans le sens de... Non, il abusait lors de certains rites. Au début, elle ne savait pas que c'était des rites qu'il faisait. Donc, elle dit qu'il dessinait des trucs sur le sol, il l'amenait dans une chambre, il avait allumé des bougies. Des bougies qui formaient des formes géométriques, qui dessinaient des trucs, et c'est sur ça qu'il abusait d'elle, en prononçant certains mots et tout ça. Et il lui avait dit qu'elle ne devrait jamais en parler. Sinon, il allait l'envoyer. Il avait un jour même emmené dans un hôpital psychiatrique, donc pour lui montrer vraiment que si tu ouvres la bouche, c'est ici que tu vas finir. Et c'est comme ça qu'il abusait de la petite fille. Maintenant, un jour alors, l'un de ses frères à l'adolescence qui avait fait un scandale. Pourquoi? Il dit que son père l'avait amené aussi toujours dans un autre état pour supposer aller rencontrer des amis. Ils l'ont toujours amené dans un de ces temples de ces gens-là
On l'avait laissé dans une pièce. Son père lui avait dit, tu fermes ta bouche, tu n'écris pas, tu ne fais pas de scandale. Je m'en vais à côté, je dois parler avec des gens importants. Tu ne sors pas d'ici et tu ne fais pas de scandale. Lui n'avait pas compris pourquoi son père lui disait, tu n'écris pas, tu ne fais pas de scandale. C'est quand son père sort et un homme vient le violer brutalement, là dans la pièce, là. Et toujours en prononçant des mots, des trucs. Imaginez un peu. Finalement, quand il rentre, son père l'avait bien sûr aussi menacé que si tu l'ouvres, voilà ce qui va se passer avec toi et tout ça. Ils avaient alors finalement, elle avait parlé avec sa mère. Quand sa mère a découvert, sa mère s'était séparée de son père. Son père alors était allé faire une autre maison. Il avait bien arrangé et tout ça. Donc la fille dit qu'elle avait grandi dans cet abus-là. Il a continué à abuser d'elle. Mais l'autre frère, le troisième frère n'avait jamais dit ce qui s'était passé. Le troisième frère était devenu plutôt sombre et s'était lancé dans la drogue. Donc, probablement, on avait aussi abusé de lui. Mais il n'avait rien dit. C'est l'autre qui avait parlé. Et c'est ainsi alors que elle dit qu'elle, par exemple, elle avait commencé à être prise de désirs parfois étranges. Elle avait l'impression qu'elle se dédoublait de personnalité. Elle était allée voir un psychologue qui avait dit que non, en fait, c'est comme si elle souffre de dédoublement de personnalité dû à un traumatisme très fort. Maintenant, elle dit que, maintenant qu'elle est chrétienne, elle dit qu'en fait, elle était possédée par les mauvais esprits lors de ces trucs rituels que son père faisait sur elle. La mère ne savait pas. Le psychologue savait qu'elle est habitée par plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que elle s'était rendue compte qu'elle commençait à sortir avec les hommes, avec les femmes. Elle allait même dans des endroits privés là où c'est seulement les adultes qui partent se mélanger n'importe comment là. Donc elle allait là-bas, elle offrait son corps à qui voulait avoir son corps. Des hommes venaient tous sur elle et tout ça. Et ce qui se passe, c'est que un jour, elle avait poignardé quelqu'un. Pourquoi? Parce que pendant que les gars étaient sur elle, subitement, c'est comme si elle était revenue dans son corps. Donc, l'esprit qui l'amenait là-bas avait apparemment, je ne sais pas, était peut-être parti. Et elle s'était réveillée que elle est là et elle ne sait pas ce qu'elle fait là et ce que tous ces hommes-là font sur elle. Elle avait alors cassé une bouteille, elle avait poignardé quelqu'un. Jusqu'à ce qu'on avait chassé, on avait commencé à la chasser de ces clubs-là. Mais elle dit que parfois, c'était comme la folie. Il fallait absolument qu'elle que les hommes la mélangent. C'était comme si c'était elle était possédée en fait. Vous comprenez? Donc plus tard, elle dit aussi un jour, elle était arrivée chez son père, elle s'était rendue compte, c'était comme si son père était aussi possédé parce que quand elle a voulu s'approcher de lui, il était assis dans son canapé, mais il se comportait comme une femme. Il parlait, la façon dont il avait mis ses mains et tout ça. Et là, ce qu'il disait, ça n'avait pas de sens. Puis subitement, une force l'avait poussée, elle était tombée. Et quand elle se lève et regarde, c'était comme si son père était revenu en lui. Mais quand son père revient en lui, il est plutôt en train de demander que dis-moi, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit que qui? Qui a dit quoi? On dit que non. La déesse m'a fait l'honneur de me posséder et tout ça. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle t'a parlé. Et effectivement, quand elle était entrée, la voix de son père, en tout cas la femme qui était dans son père, avait commencé à lui donner des instructions pour un sortilège, quelque chose comme ça. Et elle alors récitait le sortilège là à son père. Son père, au lieu même de demander que, mais est-ce que tu vas bien? En tout cas, bon, il ne s'intéressait pas. Il était plutôt excité par le fait qu'une déesse l'ait possédée et lui ait remis un sortilège. Vous comprenez la famille? Bon, en tout cas, le truc est très long. Tout ce que je vais dire, c'est nous devons comprendre tous que ceux généralement qui sont au début, la maçonnerie, la Rose-Croix ou toute autre secte, parfois au début les gens ne savent pas ce qui les attend en haut. Ceux qui sont en haut là, sachez que les secrets qu'ils ont et les trucs qu'ils font sont extrêmement graves. Donc pour la jeune dame là qui dit qu'elle est chrétienne et tout ça, non, il y a des moments dans la vie, il faut fuir, mamie. Il y a des moments dans la vie, il faut fuir. Et là, je vous dis, c'est quelqu'un qui est dans l'église, quelqu'un qui fait qui retire les démons et tout ça, qui nous avait un jour dit ça. Il avait dit, il y a des situations, tu fuis. Parce que tu peux entrer en contact avec quelque chose, ce sera très, très difficile pour qu'on te retire ça et ça va laisser des séquelles très graves. Il nous avait dit ça. Il y a des moments où tu sens que quelque chose ne va pas, ou la personne qui est devant toi veut ta tête, fuis. Vous avez compris? Donc, passez une bonne journée et que chacun dise en commentaire ce qu'il pense. Bye. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'édition d'aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui va être postée à 12h00 demain. Et d'ailleurs, on poste tous les jours à 12h00. Abonne-toi, donne un peu de force, laisse un commentaire. Dis-moi d'où tu regardes la vidéo, partage, commande. Et quand on dit partager, s'il vous plaît, c'est copier le lien de la vidéo
et envoyer dans les groupes WhatsApp, Telegram et autres. Merci, portez-vous bien. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.